Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, chers publics, les micros, c'est comme les femmes. Il faut taper 2 fois dessus pour qu'elles comprennent. Humour noir, misogynie, reprise audacieuse du célèbre refrain « Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer ». Ces quelques mots d'un professeur de Lille 2 ont fait polémique. Il y a de nouveau mis l'humour noir sous la lumière des projecteurs. Il y a là de quoi se demander si, oui ou non, on rit jaune face à l'humour noir. Face à cette interrogation, c'est avec force et détermination que je vous réponds par la positive. L'humour noir, c'est l'art de faire rire les gens avec des choses pas très drôles. La souffrance, la guerre, la violence, la maladie, le crime, la haine, la mort. Tout cela ne vend pas du rêve. Rire jaune, c'est rire en dissimulant une gêne. Vous comprenez pourquoi je dis que l'on rit jaune face à l'humour noir. En lisant ce sujet haut en couleurs, j'ai tout d'abord imaginé un concours de blagues entre Monsieur Lowe et notre regretté Monsieur Chen. Puis, devant l'évidence d'un carton rouge, j'ai fait grise mine. J'ai fait grise mine, mais grâce au feu vert de mes très nombreuses admiratrices, j'ai cessé de broyer du noir pour connaître quelques nuits blanches. Et enfin venir ici, devant vous, en personne, afin d'agiter le chiffon rouge. Car oui, mesdames et messieurs, nous rions jaune face à l'humour noir. Je ne surfe pas sur la vague des faits alternatifs américains, non, mais bien sur des faits vérifiables et vérifiés. De Desproges à Proust, en passant par Dupontel, les planches regorgent d'humour noir, auquel le spectateur répond par un rire aussi jaune que le panini poulet curry de la cafétéria. Pour vous le démontrer, je vais tout d'abord aborder l'importance de la subjectivité de l'humour dans ce sujet, pour ensuite insister sur la sensibilité collective à laquelle l'humour noir se heurte. Enfin, pour finir en beauté, je démontrerai magistralement que le rire jaune est la raison d'être de l'humour noir. L'humour, comme je le disais, est une conception parfaitement subjective. Proust a dit un jour « Il faut savoir reconnaître que le nazisme a fait des erreurs. Envers la Pologne au lieu de la Suisse, c'est comment habiter en face de la Banque centrale et braquer le kebab. » Certains voient là de l'humour noir sur les folies sanguinaires de régime nazi et rire jaune. D'autres y voient une insulte envers les victimes de la plus obscure page de l'histoire et se fâchent tout rouge, comme Manuel Valls. D'autres, enfin, y voient une blague comme une autre et illuminent la salle par la candeur de leur rime. Une même phrase et plusieurs réactions. Pourquoi? Si cette phrase est drôle, pourquoi certains n'ont-ils pas ri? N'ont-ils pas la matière grise nécessaire à la compréhension de l'humour noir? Et si ce n'est pas drôle, alors pourquoi les autres ont ri? Sont-ils des adeptes des chemises brunes? Comme le chat de Schrödinger, qui est vivant et mort à la fois, l'humour noir est et n'est pas à la fois. Le résultat dépendra de la perception. Si vous en doutez, rappelez-vous ce fameux professeur de Lille qui m'a servi d'introduction. Quand certains crient au scandale, d'autres invoquent un humour noir, c'est vrai, un peu maladroit. Rappelez-vous également Dieudonné, qui a divisé la société comme rarement, certains invoquant l'humour noir et d'autres la discrimination. L'humour noir a ceci de beau, mesdames et messieurs, qu'il exige la tolérance de l'arc-en-ciel des réactions. Dire qu'une phrase est de l'humour noir et qu'une autre ne l'est pas, c'est renier cette subjectivité de l'humour. Et renier cette subjectivité de l'humour, mesdames et messieurs, et vous instituerez une pensée unique. Vous remettrez ainsi en cause le contradictoire, le débat et par là même la démocratie tout entière. Alors lorsque l'on me dit que l'humour noir ne fait pas rire jaune parce que certains ne rient pas ou rient tout simplement normalement, je dis non. Car celui qui se pense faire une insulte ne sera pas face à l'humour noir. Parce que celui qui se pense faire une blague banale ne sera pas face à l'humour noir. Seul celui qui percevra cet humour noir y fera face. Et il rira jaune. Tout cela, et uniquement cela, rire jaune.
Et pourquoi, face à l'humour noir, après tout, le rire serait-il forcément jaune? Philippe Geluck a un jour dit « Les lois de l'humour sont très sévères. On ne peut pas se moquer des victimes, des noirs, des homos, des musulmans, des handicapés. » Il se demanda alors « Mais de qui se moque-t-on » La réalité, aussi difficile à accepter, est que nous vivons aujourd'hui dans une société triste et morne, où l'on préfère entrer dans une colère noire plutôt que de voir la vie en rose. Une période où l'on préfère s'offusquer d'une blague que de pratiquer la dérision. L'exemple le plus probant est notre bon président François Hollande, qui a rétorqué à un enfant réclamant son prédécesseur Sarkozy « Tu ne le reverras plus ». Et ça fait un scandale. Pourtant, ce n'est même pas de l'humour noir, c'est juste une petite boutade à l'encontre de son prédécesseur, de son camarade d'assemblée. Et plutôt que de rire, la classe politique s'est offusquée, s'est levée et hurlée à la mort telle des pleureuses de l'Égypte antique. Beaumarchais disait à ce propos « Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Et dans le tout, mesdames et messieurs, il y a aussi le pire. Dans le tout, il y a surtout le pire. Pratiquer l'humour noir, c'est donc être capable d'apporter la lumière dans l'obscurité, de la joie dans la tristesse. Et c'est pourquoi nous rions jaune. La force de l'humour noir est sa complexité, son esprit, la contradiction, et son âme frôle parfois les limites du politiquement correct. Ce politiquement correct infecte le rire d'une jaunisse et insinue un sentiment de culpabilité dans l'esprit du spectateur. Ce sentiment de culpabilité, dont l'absence peut faire obstacle à une liberté conditionnelle, nous emprisonne ici dans un carcan de conformisme, de banalité et d'ennui. La preuve, l'un des sketchs les plus célèbres du moment parle d'un blond qui fait ses courses à Ikea. Il nous est aujourd'hui impossible de résister à cette pression collective dans laquelle nous sommes conditionnés depuis notre plus tendre enfance pour rire jaune face à l'humour noir. Il est acquis dans l'esprit de chacun que rire de sujets comme la Shoah, la pédophilie, la maladie ou les discriminations, bref, de rire du malheur des autres, ce n'est pas bien heureux. C'est vrai, l'humour noir est difficile à avaler. C'est un humour complexe et donc il crée un malaise. Et la raison de ce malaise est très simple, mesdames et messieurs. Le rire jaune est la raison d'être de l'humour noir. Oui, la blague est ignoble. Oui, nous rions, et oui, nous nous sentons coupables de rire à cette blague ignoble. Et si le rire est provoqué par le talent de l'humoriste, alors le rire jaune est quant à lui provoqué par la cruauté et l'amertume dont use l'humour noir pour souligner l'absurdité du monde. Comment devant un humour aussi dur pourrait-on rire innocemment comme on rit face aux blagues grivoises de ses petits camarades? Comment l'amertume et la cruauté de l'humour noir peuvent-ils créer autre chose qu'une gêne, un malaise, qui caractérise le rire jaune? Nous rions jaune face à l'humour noir, tout simplement parce que l'humour noir appelle le rire jaune. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, chères contradictrices, cher public, l'humour noir est un humour qui fait peur. Il fait peur parce qu'il est complexe. La volonté de faire rire sur des sujets dramatiques rend difficile son plébiscite. Et c'est pourquoi seuls les individus qui y sont sensibles pourront y faire face. Et seuls ceux-ci en riront. Et parce que la société voit rouge face à l'humour noir, le peuple y fait face en riant jaune. Je finirai sobrement en citant le célèbre poète belge Achille Chavée, qui un jour a dit « L'humour noir, c'est la politesse du désespoir ». On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est ce que se plaisait à dire Pierre Desproges, mais je suis d'accord avec lui sur ce point. On peut rire du désespoir, mais je ne vois pas comment ce rire pourrait être autre qu'un rire jaune. Cher public, chers membres du jury, mon cher contradicteur, je tiens d'abord à remercier chaleureusement et sans ironie aucune les membres du comité Rhétorica pour avoir convoqué ces sujets, je pense au précédent notamment, ô combien inspirants et en rien dénués d'une certaine cruauté malsaine, je crois. Merci beaucoup. Car à mon sujet, rit-on jaune face à l'humour noir?
que je découvre sur un bout de papier la semaine dernière, tiré au sort, je remarque d'abord l'association de ces deux couleurs, le jaune et le noir. Alors je lis une première fois le sujet, et avant d'en saisir toute l'importance, tout le fond, l'enjeu, je pense d'abord aux Dalton, Joe, William, Jack, Avril, à Maya Labelle, et enfin au youtubeur Le Rire Jaune. Vous savez, le collectif asiatique de surcroît. Et oui, nous entrons petit à petit dans le vif du sujet. Blagues douteuses, humour noir et clichés sont au rendez-vous. Deux grandes parties dans ce sujet. Je pourrais donc respecter le plan en deux parties, deux sous-parties, grand 1 AB, grand 2 AB, sens, valeur portée, préconisé, que dis-je, exigé par nos chers professeurs de droit, nous savons ce que c'est. Rire jaune. Alors non, ce n'est pas rire avec les dents sales et la haine nauséabonde du matin, mais une expression communément utilisée pour désigner le fait de rire, mais de manière forcée, ne révélant pas le véritable sentiment de gaieté, mais plutôt une sorte de gêne, de malaise, une vexation, du fait d'une certaine susceptibilité. Pour faire un peu d'histoire, l'expression rire jaune nous vient d'un auteur du XVIIIe siècle, Saint-Simon. Il faisait référence aux maladies hépatiques et leur teint jaunâtre, et du fait des désagréments de leur maladie, ils ne pouvaient rire que de façon forcée, voire contrainte, cela physiquement. Rire jaune n'a donc rien à voir avec le rire spontané. Sincère, à une plaisanterie, une farce, une blague, une vanne, bonne ou mauvaise. Et M. Fleury, s'il était là, nous le confirmera. Cette expression est donc bien teintée de négativité. Et le reflet de sentiments, de réactions non sincères, voire maquillés. C'est un rire malsain, dissimulateur. Dans la Bible, par exemple, Judas, au moment de commettre son méfait contre Jésus, aurait été vêtu d'une tunique jaune. Une autre expression, être peint en jaune, signifie avoir été trompé par son conjoint, être cocu ensemble. Dans la signification des fleurs et le langage amoureux, offrir des roses jaunes renvoie à une infidélité, une trahison, que l'on devrait se faire pardonner. Et oui, certains sont naïfs, une rose et on oublie tout. Enfin, rire jaune n'a rien à voir avec l'essence même de cette réaction qui est le rire. Car, que nous dit le Larousse? C'est la manifestation d'une gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées, débrouillantes. Le rire est fédérateur, c'est-à-dire qu'il nous rassemble. Il est l'opposé parfait du rire jaune, qui nous maintient lui contraint en lui-même. On parle d'un fou rire ou d'un rire contagieux. Le rire est spontané, on rit à une blague ou on ne rit pas, et pas de cet entre-deux flou et vicieux qu'est le rire jaune. Parlons donc de l'humour noir. L'humour, noir s'il en est, a pour fondement de savoir rire des choses les plus sombres, des choses les plus graves de notre société, rire de la mort, de la maladie, du crime, de la dictature, du nazisme, des religions, du malheur de nos sociétés. À l'humour, nous rions. À l'humour noir, nous rions aussi. En effet, l'humour noir existe autant pour nous faire rire que l'humour grivois, l'humour absurde, les parodies, les humours bons ou mauvais. Bon ou mauvais, l'humour a vocation à nous égayer, mais aussi à nous permettre cette mise à distance de nos propres préjugés. Il n'a aucune intention de nuire, d'attrister ou de faire culpabiliser, ni même de faire peur. L'humour noir fait appel à des sujets qui fâchent, des tabous, des clichés, des sujets sérieux. Mais l'humour noir permet de tourner ces sujets de gravité en divertissement et d'abandonner un temps ces inquiétudes, de les mettre de côté. L'humour noir parle de ces sujets avec distance, indifférence, légèreté, parfois désespoir, de l'absurdité, des cruautés et des injustices de notre monde. Et il y en a tellement qu'il constitue ainsi une sorte de moyen de défense et de dénonciation. Un moyen de nous faire réfléchir, nous, spectateurs, sans avoir l'impression de se voir abattre une vérité, de la bien-pensance, à prendre pour argent comptant. Mais de l'humour noir à l'indécence et au mauvais goût, il n'y a qu'un pas. Le spectateur pourra réagir en étant choqué dans ses convictions éthiques ou morales. Et pour les plus extravertis, il s'exclamera « c'est inadmissible, c'est une honte ». C'est que l'humour noir met à l'épreuve son auditeur.
il en éprouve l'ouverture d'esprit, la capacité à rire de tout, et y compris de lui-même. Pierre Desproges, l'incarnation par excellence des Lémons Noirs, nous dit « Peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui. Oui, nous pouvons rire de tout, mais dans les règles de l'art. C'est en cela que l'humour noir réside avant tout dans son interprète et son interprétation. » Appliqué au domaine de l'humour noir, Desproges fait référence à ce qu'on pourrait appeler un pacte ou un contrat humoristique. Ainsi, plusieurs éléments nous permettent de différencier de l'humour noir de simples déclarations polémiques ou politiques. J'ai retenu 4 éléments de ce contrat pour qu'il soit valide et non annulé par la Cour de cassation dans un énième arrêt à commenter par les pauvres étudiants en droit. Il y a donc y avoir une absence de sérieux, du second degré, une distance à adopter. Ce que l'on va entendre ne doit pas être pris pour de l'information. Laurent Delahousse, dans son JT de France 2 sur à 20h, il pourra faire de l'humour noir présentant le sujet des derniers attentats d'un ton léger. En tant que gendre idéal prend sur lui, sans aucun défaut jusqu'au bout de sa mèche blonde, non, la personne ne s'y prête pas, le cadre non plus, son revirement de carrière n'aura pas l'effet escompté. Le terme humour noir nous vient d'ailleurs d'André Breton, auteur du XXe siècle, dans son ouvrage Anthologie de l'humour noir. Il est de surcroît le théoricien du surréalisme, ce mouvement artistique qui fait appel au rêve, à l'inconscient, à la libération de la raison. Prenez par exemple les tableaux Les montres molles de Dali. Vous voyez ces horloges fondantes, la sensation de chaleur. Prenez aussi le tableau de Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Alors je parle bien de l'objet. Eh bien, regardez ces tableaux et en persistant dans votre premier degré, ce que vous voyez littéralement, vous direz, ça n'a aucun sens. Eh bien, adoptez la position inverse, prenez du recul, et enlevez ce franc de sûreté dans votre esprit, et vous saisirez exactement tous les sens cachés de ces œuvres. L'humour noir nécessite exactement la même approche, le même état d'esprit. Je reviens maintenant aux intentions des interprètes de l'humour noir. Il ne doit y avoir aucune intention de nuire de ceux-ci, contre une personne, un sujet et une communauté en particulier. On doit donc faire la différence entre la personne qui parle et le personnage qui est incarné, et qui peut déblatérer des paroles choquantes. Ça passe tout simplement par une mise en scène, des costumes, des changements de lumière, un simple changement de ton ou d'accent. Le discours humoristique, pour l'être, ne doit donc pas cacher de vision idéologique. Enfin, l'essence de l'humour noir et de ses effets doivent avoir été tacitement acceptés par les spectateurs. Les spectateurs de l'humour noir choisissent d'aller voir Jérémy Ferrari, par exemple, dans ses spectacles Allez-lui à bordel, Blasphème, et Vente de place à Beyrouth. Les gens du premier rang ont payé leur place au premier rang pour avoir une réflexion. Ils ont payé plus cher pour ça. Entre l'humour noir et la masochisme, il n'y a pas de secret. Le cadre s'y posé, la réaction évidente est le rire. Non moqueur, mais rire du fait d'entrevoir d'un autre œil la société dans laquelle nous vivons. Pour finir, comment rire jaune en présence de l'humour noir? C'est la contradiction. Rire jaune, c'est être blessé, prendre personnellement une attaque, une critique. C'est la solution de repli, l'ultime recours d'un être qui se sent menacé. Au contraire, l'humour noir met à mal nos défenses solidement établies, mais qui nous rassure dans notre quotidien. Mais de manière salutaire, l'humour noir nous ouvre l'esprit. Il nous fait prendre conscience de manière subtile et intelligente du monde qui nous entoure, de sa réalité dans sa face la plus cruelle. Car nous ne vivons pas dans un monde de licorne ou de bisounours, et au contraire, nous ne vivons pas que dans un monde chaotique et de décadence. Nous avons le droit de rire. Rire est le propre de l'homme, car l'homme est un être conscient. Nietzsche nous dit que l'homme est le seul à rire, et qu'il est le seul à souffrir si profondément qu'il se devait d'inventer le rire. Tout réside alors dans l'appréhension, à accueillir l'humour noir, à le comprendre. Je finirai donc en citant Ferdinand Céline qui disait de ses détracteurs: ils sont lourds, leur esprit est lourd, il y a très peu de légèreté,
L'homme est extraordinaire de lourdeur. Alors pour le contredire, cher public, chers membres du jury, mon cher contradicteur, ne rions pas jaune face à l'humour noir, mais faisons preuve de légèreté. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics, chères contradictrices, ce week-end, alors que je sortais du bosque je fus poursuivi par un frelon. À cause de cela, je fus obligé d'aller me jeter à l'eau. Ah, ils sont un peu lents aujourd'hui. À cause de cela, mes camarades se sont un peu moqués. Oui, ils se sont moqués du malheureux frelon qui aurait le malheur de venir me piquer et qui deviendrait aussi fou que moi. Autant dire que j'ai ri jaune. Ce n'était pas un grand compliment. Ma contradictrice nous a dit aujourd'hui que le rire jaune, sur cette page, c'était prendre personnellement une attaque. Et je ne suis pas d'accord. Prendre personnellement une attaque, c'est la paranoïa, tout simplement. Le rire jaune, c'est juste rire, mais avec une petite gêne dans le rire. C'est plus subtil que prendre personnellement une attaque. On peut rire jaune sans forcément être visé par une attaque. Face à certaines blagues de Dieudonné, par exemple. Certains rient jaune, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont visés par les blagues de celui-ci. De plus, il y a un détail qui me taraude. Elle nous dit que le rire jaune est un rire non sincère. Et là, je dis non. Je dis non parce que cette année, pas de bol, récemment, j'ai lu le discours de la servitude volontaire de la Boétie de 1517. Il me semble que c'est cette date-là. Et dans ce livre, qui a priori n'a absolument aucun rapport, on y apprend tout simplement que on ne peut pas nous forcer à faire quelque chose. Que le tyran est en place parce que le peuple l'a voulu. Si on rit, c'est parce qu'on l'a voulu. Si on n'a pas envie de rire, on ne rit pas, tout simplement. Donc il n'y a pas de rire non sincère ou de rire sincère. On veut rire ou on ne rit pas. Si on ne veut pas rire, on ne rit pas. Si on rit, on rit. Facile. Enfin, un dernier point que je souhaiterais aborder, c'est la question du rire fédérateur dont elle nous a parlé. Elle nous a dit que le rire était quelque chose de fédérateur et que l'humour noir, lui, n'était pas fédérateur, justement. Quand on va dans une salle de spectacle de Jérémy Ferreret, comme elle nous l'a dit, j'ai pas l'impression de voir l'aile gauche de la salle qui rit et l'aile droite qui reste passive, comme ça, à attendre la fin du spectacle, du fait d'une absence de fédération dans la salle à cause de cet humour noir. Ce n'est pas l'humour noir qui provoque une divergence des intérêts, des esprits, c'est sa perception. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fédération, qu'il y a une fédération, que dis-je, des rires. Parce que ceux qui sont face sont d'accord sur un point, c'est que c'est de l'humour noir. Le second degré, la distance dont elle nous parle, est juste le problème de la perception dont je faisais allusion dans ma plaidoirie, la subjectivité de l'humour, et pas besoin d'aller vers l'humour noir pour le trouver. Certains diront que Gad Elmaleh est un très grand humoriste, d'autres ne le diront pas, et on pourra dire pareil de Dieudonné ou de n'importe quel humoriste. Voilà. Vous nous avez dit, mon cher contradicteur, dans votre plaidoirie, que vous reconnaissez l'utilité de l'humour noir, son avant-gardisme, sa transgression. Alors, vous nous affirmez aussi que, face à ça, on rit jaune, forcément. Mais reconnaître cette transgression, cet avant-gardisme, et s'arrêter en si bon chemin, et se couper de cette intelligence, ce n'est pas la réaction adéquate. Vous en trouvez tous les apports de l'humour noir, toutes ces dénonciations par exemple, tous les problèmes de la société. On ne peut pas les laisser passer comme ça, laisser commenter par nos politiques par exemple.
sans une petite critique derrière, sans une critique des médias, de la société civile. Rire jaune, c'est persister, c'est se voiler la face. C'est oublier toutes les grilles de lecture qui nous sont proposées. C'est oublier tous les points de vue qui sont proposés. Chaque personne, chaque être doué de réflexion a sa perception du monde, a son point de vue. Rire jaune, c'est occulter exactement l'existence de tous ces points de vue. Après, vous nous dites, et je vous concède, on ne rit pas de la même manière face à de l'humour noir ou face à une blague de Gad Elmaleh, de Kev Adams, qui vous voulez. Alors c'est sûr, et c'est ce qui en fait la particularité de l'humour noir. On ne verra pas de blagues sur les relations hommes-femmes comme de blagues sur la Shoah ou autre sujet sensible. Et sans aller dans l'extrême de Dieudonné, par exemple, tout humoriste, de Guy Bedos, Pierre Desproges, Alain Dupontel, ont fait des blagues sur la Shoah, le nazisme, tout ça, la dictature. Dans ces humoristes, je vous ai parlé tout à l'heure du cadre du contrat humoristique. Un contrat consensuel aussi. On fait la différence entre le personnage et la personne. On faisait la différence entre les humoristes qui parlaient dans la vie de tous les jours, qui pouvaient répondre à des interviews, et les personnages qu'ils incarnaient sur scène, leur mise en scène, leur écriture. Certes, avec Dieudonné, il peut y avoir une confusion, d'où la certaine polémique. Vous avez cité Achille Chavée. L'humour noir, c'est la politesse du désespoir, qui nous disait. Alors, je suis tombée sur la même citation en faisant mes recherches aussi. Et j'y entrevois justement, pas une dénonciation, une cruauté de l'humour noir. Justement, parler avec politesse, parler à travers l'humour noir, de toutes ces choses qui minent ce monde, qui minent notre société. En parler avec l'humour noir, être poli, c'est ne pas les dénoncer comme ça. Enfin, vous dites rire jaune, soit on rit, soit on ne rit pas. Je l'ai dit aussi dans ma plaidoirie. Rire jaune, c'est justement donner une qualification à un rire. On n'a pas, on rit pas, on rit jaune. Non, on rit ou on ne rit pas. Vous contredisez du coup. Voilà, merci. Mademoiselle, vous parlez dans votre d'un rire fédérateur. Vous prenez Donald Trump ou Angela Merkel pour des clowns? Est-ce que vous croyez que ce sont leurs blagues qui les ont portés à la tête d'États fédérés? Quand vous parliez de Donald Trump ou Angela Merkel, les personnes sont des politiques, ils travaillent dans la politique, ils sont politiques. Quand ils font leurs déclarations, quand ils font leurs propositions, je ne pense pas qu'ils fassent des blagues. La vocation n'est pas de rire à leur déclaration. Dans ce cas, le propre du rire n'est pas de fédérer. C'est le propre, un second propre peut-être. Quant à vous, monsieur, vous évoquez, vous dites que le plébiscite du rire noir est difficile. Pourquoi? Seuls les patriciens auraient du mot? Parce que ceux qui perçoivent l'humour noir là où il est iront le plébisciter. Exemple. Le professeur de Lille, que j'ai pris en exemple. Lui, sa défense, c'est qu'il a fait de l'humour noir. Et quand il a sorti cette petite phrase, très drôle, de nombreuses personnes, quelques dizaines de personnes ont quitté l'amphithéâtre. Ils n'étaient pas face à l'humour noir. Parce qu'ils considéraient devant une insulte envers la femme
Et c'est pourquoi je considère que le plébiscite de l'humour noir est difficile, parce que sa perception elle-même est entravée par notre sensibilité. Et donc on n'aura jamais une unanimité sur l'humour noir à cause de cette sensibilité. Et donc il n'y aura pas de plébiscite. Voilà. Merci. À tous deux maintenant, et à tour de rôle, plus juridiquement peut-être. Qui sont les censeurs? En toute barbarie, quand l'humour dérange et nous fait rire jaune, doit-on se faire justice nous-mêmes? Ou bien toute civilisation, rire jaune ou noir ont-ils leur place au tribunal? Vous citez Dieudonné, qui comparait sans arrêt. Pas Charlie, parce qu'il est mort de rire? Je n'ai pas cité Charlie Hebdo parce que je m'en serais voulu que mes camarades meurent avec moi pour cet outrage à l'État islamique. Donc par solidarité, j'ai préféré ne pas aborder ce sujet, tout simplement. Ce serait quand même dommage que d'autres payent mes erreurs. Ensuite, pour qui sont les véritables censeurs, je pense que c'est l'individu lui-même. Certes, on peut faire un décret pour interdire un spectacle, mais si personne ne va au spectacle, il n'aura pas lieu, donc je pense que le véritable censeur, c'est le peuple, le pouvoir en place. Comme la poésie le disait dans son livre qui a tant fait rire tout à l'heure. Qui sont les véritables censeurs de la liberté d'expression, de l'humour? Oui, c'est nos dirigeants, ceux qui font les lois, les législateurs, qui déterminent les champs à ne pas toucher, certaines valeurs sociales ou morales à ne pas toucher. C'est aussi les particuliers en eux-mêmes, les médias, alors qu'ils sont comme peut-être un contre-pouvoir, sont censés nous diffuser l'information, nous diffuser d'une manière objective. On s'attendrait à ce qu'elle soit diffusée de manière objective. Il y a sûrement un certain parti pris des médias. On peut peut-être le voir dans l'élection présidentielle ou dans la présentation des partis, par exemple. On a une mise en avant des deux grands partis. C'est le favoritisme du parti, évidemment, en place. On ne met pas en avant les petits candidats. Je ne sais pas combien, il y a 40 candidats à l'élection présidentielle. On en connaît peut-être une quinzaine, une vingtaine. Et puis, finalement, le pouvoir, le législateur, nous invite lui-même les médias. Demoiselle, je vous remercie. Bien. Alors, moi, mon problème, c'est d'abord de savoir est-ce que finalement, cette question de l'humour dans ses couleurs, qu'elle soit noire, jaune, est-ce que finalement ce n'est pas quelque chose qui traduit ce que dans une société donnée, on accepte ou qu'on n'accepte pas? Ou est-ce que cela relève, disons, de la liberté de chacun, c'est le plan individuel, personnel, en dehors de toute autre considération, de la décision d'estampiller telle marque d'humour comme étant noire ou non, noir ou jaune. Est-ce que finalement, on n'entre pas dans un relativisme tel qu'il n'y a pas de solution à votre problème? Je m'explique. Dans certains cas, on voit souvent les mêmes qui défendent le principe de l'humour noir réagir violemment pour refuser à d'autres d'être dans cette posture, de faire de l'humour noir. C'est évident, on l'a vu à propos de Charlie Hebdo, à propos de Dieudonné, etc. Sans d'ailleurs que ça ne préjuge en rien du jugement de valeur, et j'insiste sur le terme, que l'on puisse porter sur l'un ou sur l'autre. En Afrique, le problème est réglé, en Afrique de l'Ouest, la zone où je suis, le problème est réglé parce qu'il y a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. On sait que dans les rapports que les uns et les autres ont, il y a des gens qui sont en effet en liberté totale de dire absolument tout ce qu'ils veulent de l'autre. Parce qu'ils appartiennent à une caste qui a ce privilège. Donc on peut rire de tout,
on peut insulter qui on veut, etc. Dès lors que ça entre dans ce type de rapport statutaire. En dehors de ça, la réaction est absolument dans la même qu'ailleurs, c'est-à-dire, moi je suis vexé ou bien je ne suis pas vexé, je suis content ou je ne suis pas content, mais on ne peut pas en faire un cadre général. Donc pour revenir à la question centrale, c'est finalement celle de savoir, est-ce que si vous vous entendez les deux, est-ce qu'au fond, vous deux, vous n'auriez pas raison et tort en même temps? Est-ce que l'un et l'autre, si vous voyez les choses objectivement, vous ne voyez pas que vous cherchez à trouver une solution qui, en réalité, n'en a pas? Parce qu'on entre dans un relativisme où on n'a pas de solution, on n'a pas de clé pour permettre d'ouvrir cette porte. De sorte que le Chariotto, aujourd'hui, peut paraître dérisoire, mais en même temps, d'une tragédie absolue hein, par rapport à ce qui est connu. Donc voilà mon problème. Quelle est la mesure, d'après vous, de l'ambiguïté de cette question de l'humour noir? Quelle est la mesure de cette ambiguïté? Voilà. Alors vous dites qu'on pourrait se mettre d'accord finalement sur la réaction vert jaune face à l'humour noir. Alors, on a utilisé à peu près quelques arguments similaires. Après, tout résidait dans la perception qu'on avait et la définition qu'on a donnée du rire jaune ou de l'humour noir, la délimitation. Et justement, ça c'est le propre de chacun de nous, de donner sa propre définition à une notion, même s'il y a des définitions, des dictionnaires, des encyclopédies. Finalement, ces définitions, on les utilise et on peut rester quand même dans un carcan de notre propre pensée, propre définition du jaune et du noir. Vous pensez qu'on peut rire de tout? Oui, moi je suis d'accord avec Pierre Desproges qui dit on peut rire de tout. De manière absolue. Et aussi, mais pas avec n'importe qui. Et cette dernière phrase, cette dernière partie de la citation est importante, car on ne peut pas rire de tout dans l'absolu. Il y a certaines valeurs morales, certaines valeurs sociales à qui on ne touche pas. Ou à qui on ne va pas s'attaquer d'une certaine manière. Au fond, je pense pas qu'on se puisse se mettre véritablement d'accord. Parce que la réalité, c'est que je suis persuadé d'avoir raison, elle aussi. Donc voilà, à partir de là, s'il n'y a pas de consensus, c'est qu'il y a différence. Sauf que nous, on juge. Oui, c'est vrai. Mais c'était quoi la question? Savoir, est-ce que vous n'avez pas tiré un peu trop, chacun de son côté, sur son argument, au point, sans le savoir, de rejoindre l'autre? Voilà ce que je voulais poser. Est-ce qu'ici, les extrêmes ne se sont pas rejoints, comme souvent c'est le cas? Non. Je dois expliquer le nom, je pense. Alors, nous ne nous sommes pas rejoints puisque nous sommes arrivés à des conclusions totalement différentes. Moi, je disais que nous, on rit forcément jaune face à l'humour noir, et ma camarade a dit l'inverse. On est d'accord. Donc, nous ne nous sommes pas rejoints. Nous avons utilisé, certes, des arguments parfois similaires, mais les avons interprétés différemment, à notre manière, selon notre point de vue. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la chose, toute la beauté du débat et de l'humour. Il peut être interprété différemment, et c'est justement là le cœur du débat. C'est beau ce que j'ai dit, non? Voilà. Mais moi, je reste un peu sur ma fin, monsieur Paumadi. Vous avez répondu à la question rit-on jaune face à l'humour noir? Vous avez dit oui. Oui. Je voudrais savoir si on peut rire autrement que jaune face à l'humour noir. Ah ben non. Parce qu'il y a cette emprise de la société sur nous qui fait que lorsque l'on rit de certains sujets, on se sent un peu coupable quand même de le faire. Quand on regarde des blagues, quand on écoute des blagues sur des sujets très dramatiques, comme la Seconde Guerre mondiale, ou la pédophilie, ou plein de sujets pires les uns que les autres,
on se sent coupable, parce qu'au fond, on sait que c'est pas très très bien, qu'il y a des victimes, qu'elles souffrent, qu'elles ont souffert. Et donc on se sent coupable de rire de leur malheur, et donc oui, on rit forcément jaune, parce que cette culpabilité crée une gêne, et cette gêne caractérise le rire jaune. Même si effectivement on n'est absolument pas concerné. Oui. Oui. C'est très beau ça. Je me force à vous dire que si vous étiez, vous, en train de rire avec un pédophile, si vous êtes une question de pédophile, vous penseriez rire jaune de ce point de vue-là? Vous voyez, c'est une question du milieu. Et vous, vous avez dit également, reprenant des sports, que vous ne rirez pas de tout, sauf avec certaines personnes. Pas avec n'importe qui. Ce qui revient au même, si vous inversez la chose. Donc là encore, on est dans le relativisme là, de l'environnement, du milieu. Tout le problème, il est là. Quelle est la dimension de la chose? Sur quoi va porter la chose? Si c'est dans un milieu restreint, vous pouvez le faire. Si c'est dans un milieu ouvert, vous ne pouvez pas le faire. On entre dans le relativisme et là, vous vous croisez. C'est là où vous n'êtes pas conséquents tous les deux. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si je ris de la pédophilie avec un pédophile, eh ben, je ne pense pas que je rirai, tout simplement parce que je ne pense pas que lui blaguera. Puisque vous êtes... Donc s'il ne blague pas, ce n'est pas de l'humour. Si c'est pas de l'humour noir, Alors c'est là, de l'humour vous noir. portez le jugement de valeur. Et on revient à notre point de départ. Là, au départ, on exclut le jugement de valeur. Ma pensée. L'humour noir, c'est pas forcément rire avec un pédophile. Non. C'est rire Donnez des... l'exemple du pédophile. Parce que personnellement, je ne rirais pas avec une personne sachant qu'elle est pédophile. Oui. Ils ont certaines valeurs. Si vous riez avec un noir, ou par exemple de la traite des nègres, que vous parlez de nègres comme l'autre l'avait fait tout à l'heure. C'est le propre de l'humour noir, c'est rire des sujets graves, sérieux. Il faut savoir mettre cette distance. Oui. On sait qu'on parle de la traite des nègres. La pédophilie, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. On Bah, doit alors- dire des choses sérieuses. Non. Vous faites des choses à géométrie variable selon les cas et vous choisissez tel aspect. C'est très bien, mais sur le fond, vous devez être conséquent. Je peux continuer? C'est Ils fini. n'ont pas le même humour. Alors que non, vous savez, l'humour est universel. Les êtres humains, nous sommes beaucoup plus proches qu'on l'imagine, du point de vue de la réaction. Sauf que les choses s'institutionnalisent, on a des causes, on a des règles de société qui dépendent des époques d'ailleurs. Parce qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y a des choses dont on ne pouvait pas rire. Et inversement. Tellement, ou inversement. Il y a tout le contexte historique qui entre en ligne de compte. Toutes ces choses-là doivent effectivement figurer dans le... En tout cas, c'est passionnant ce que vous posez. En fait, de rire d'un noir, de rire blanche, 50 ans. Ben voilà, 50 ans. On aura une très belle jupe de votre part, je dois vous le dire. C'est vrai que de part et d'autre, c'était très stimulant, très enthousiasmant. Et vous savez quoi? Vous êtes drôle. Comme l'autre. Un humour non pas à égalité, mais un humour à parité. Sans couleur. Donc voilà. Et bon, il faut, c'est la règle du jeu, il faut que l'un l'emporte sur l'autre. Et c'est vrai, ça a été assez difficile de vous le partager. Le sort en est jeté. Allez à Jacques Tallest. N'y voyez, mademoiselle, aucune misogynie de notre part, j'en suis garante. Monsieur, vous gagnez la joute. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais ajouter, si ce n'est que, vraiment, très sérieux, très sincèrement, c'était une très belle après-midi. Les premiers passants étaient très bien aussi. Je dois être clair avec vous. Vous avez été l'apothéose. C'était très bien, c'était très vrai, c'était très direct. Vous avez été jusqu'au bout de votre pensée. Vous avez pu réagir parfois en coup de poing. C'était très bien. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et en tous les cas, et sur la forme et sur le fond, vraiment, c'était très bien. Je ne sais même pas s'il y a des critiques particulières à émettre de ce point de vue-là. Oh, des critiques générales, quoi, qui pourraient nous être portées aussi.
Voilà. Donc, vous n'avez pas insisté sur certains aspects juridiques qui, évidemment, étaient comment vous dire, d'évidence, hein, puisqu'on discutait des questions de liberté d'expression, au fond. Hein. Vous auriez pu peut-être faire des sorties sur cet aspect-là des choses, avec un peu plus d'insistance, hein, sur les conséquences que cela peut provoquer, etc. Hein. Les problèmes de la censure que vous avez évoqués, mais juste en passant, mais sans leur donner une perspective juridique quelconque. Ça, c'est vraiment la grosse critique qu'on peut faire à votre jour. Et pour les suivants, d'ailleurs, s'il y en a certains parmi vous qui vont venir après, il ne faut pas oublier que vous êtes des juristes. Hein. Vous n'êtes pas ici des littéraires seulement, même si l'aspect littérature est important. Vous êtes des juristes, essayez d'avoir toujours de terrains juridiques, même si ce n'est pas l'esprit central. Hein. Même si ce n'est pas l'aspect central, l'aspect rhétorique ici est très important et vous l'avez fait ressortir. C'est la seule remarque, hein, que nous pourrions faire. Bon. Mais pour moi, le fondamental, c'est que vous l'avez fait selon les règles de l'art. Voilà. Oui, moi je voudrais juste dire, comme Federer, l'Open d'Australie, c'est dommage qu'il ne puisse pas y avoir de match nul. Voilà. En tout cas, félicitations Monsieur Federer, félicitations Mademoiselle Nadal. Voilà.